L'Afrique subsaharienne a enregistré en 2016 son taux de croissance le plus faible depuis 20 ans, soit 1,5%. C'est ce que révèle le FMI à travers un dernier rapport sur les perspectives de croissance. Au Congo-Brazzaville, l'économie devrait progresser de 3% à l'horizon 2018, portée par l'augmentation de la production de pétrole. Il s'agit d'une prévision du dernier rapport de suivi de la Banque mondiale. Au Kenya, la production du thé a connu une baisse d'environ un tiers au premier trimestre de l'année 2017. Cette contre-performance est due à une sécheresse qui sévit dans des régions agricoles du pays. Le Fonds monétaire international FMI a publié mardi son rapport « Perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne ». Dans le document, le FMI a noté un ralentissement de la croissance en 2016 dans la région. Selon l'institution, le rythme de la croissance est resté hésitante durant cette période. En 2016, l'Afrique subsaharienne a connu le taux de croissance le plus faible depuis 20 ans, 1,5%. Cela a été le résultat surtout du ralentissement de la croissance dans les pays producteurs de pétrole, comme le Nigeria, l'Angola. Et comment les pays ont réagi à cela? Premièrement, le manque de recettes leur a imposé des coupes dans les dépenses. Et cela, bien sûr, a contribué aussi à ce ralentissement de la croissance. Pour sortir de cette impasse, le FMI préconise des pistes, la stabilisation des économies pétrolières en Afrique et l'élargissement de la base des recettes domestiques pour pouvoir relancer l'investissement public. En perspective, le FMI table sur une légère augmentation de la croissance d'environ 2% la moyenne en 2017 pour la région Afrique subsaharienne. Nous prévoyons effectivement un léger rebond de la croissance, rebond qui sera porté en partie par le Nigeria et l'Angola où la production pétrolière augmente. Si l'annonce de la reprise de la production pétrolière est une bonne nouvelle pour les pays producteurs, le FMI estime très pertinent que ces pays puissent s'ajuster à la réalité de la baisse du prix du pétrole. En revanche, l'organisation recommande aux pays à forte croissance comme le Sénégal ou la Tanzanie un ralentissement du rythme d'investissement public et de donner le relais au secteur privé porteur de croissance et de création d'emplois. Au Congo-Brazzaville, l'économie devrait progresser de 3% à l'horizon 2018, portée par l'augmentation de la production de pétrole. Il s'agit d'une prévision du dernier rapport de suivi de la Banque mondiale, intitulé « Faire des ajustements après le boom des prix pétroliers pour de meilleurs résultats socio-économiques ». Cette performance pourrait être favorisée par l'entrée en production du site pétrolier de Moro Nord qui pourrait permettre au pays d'atteindre une capacité de production de 350 000 barils par jour en 2018. L'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel par la société italienne Eni, qui constituera une source de revenus substantielle pour le pays, pourrait également contribuer à cette embellie économique. Cependant, le pays reste sous la menace de la tendance des prix du pétrole. Rappelons qu'en 2016, l'impact de la crise pétrolière s'est fait sentir au Congo, notamment par la réduction du budget de l'État, l'arrêt des travaux de construction d'infrastructures et la fermeture de plusieurs sociétés de BTP. Au Sénégal, 37 000 ménages à faible revenu vont bénéficier gratuitement d'une distribution de compteurs électriques prépayés. Une annonce faite par Mouhamadou Makhtar Cissé, le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec. Cette distribution de compteurs électriques s'inscrit dans le cadre du programme d'installation de compteurs prépayés dénommé Woyofal. Il s'agit de la phase sociale de l'initiative, soutenue à hauteur de 4 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Dans le cadre de ce programme, 125 familles démunies de Thiès, une autre ville du Sénégal,
ont déjà reçu leur compteur. Il faut dire que le Sénélec a fourni beaucoup d'efforts ces dernières années afin de mettre fin aux coupures intempestives d'électricité connues dans un passé récent et d'assurer une alimentation correcte en énergie des foyers sénégalais. Afin de permettre le raccordement de nouveaux consommateurs, la Société nationale d'électricité du Sénégal, sous des instructions du gouvernement, va bientôt procéder à une réhabilitation de la partie vétuste du réseau électrique du pays. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformée. Avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Au Kenya, la production du thé a connu une baisse d'environ un tiers au premier trimestre de l'année 2017. Une production qui s'élève selon le Conseil du thé du pays à 90 millions de kilogrammes. Cette contre-performance est due à une sécheresse qui sévit dans beaucoup de régions agricoles du pays. À travers un communiqué rendu public, le Conseil du thé du Kenya a indiqué que cette contre-performance est révélatrice des résultats que pourrait enregistrer la saison en cours. Se basant sur des prévisions du service météorologique, des membres du Conseil du thé au Kenya s'attendent à enregistrer une production plus faible cette année. Cette sécheresse dévastatrice qui a déjà mis 2,7 millions de personnes dans le besoin d'une assistance alimentaire a également favorisé la hausse des prix des denrées de première nécessité. Cependant, elle a contribué à faire augmenter les prix du thé, qui sont passés à 3 $ le kilo cette saison, contre 2,5 $ le kilo la saison précédente. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales de Bidjan Sahara 2017 a été officiellement lancée par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Selon le chef du gouvernement ivoirien, cette rencontre est une plateforme d'échange qui permettra d'accroître les capacités de l'agriculture ivoirienne pour un développement durable. Cette cérémonie de lancement officiel des travaux du Sahara 2017 m'offre l'occasion d'inviter toutes les parties prenantes à mutualiser leurs efforts pour la transformation réussie du secteur agricole africain. Je vous engage donc tous à œuvrer dans la synergie d'action pour répondre avec satisfaction aux espoirs fondés en ce salon 2017 qui se veut la vitrine agricole de l'Afrique en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier.
Portant sur le thème la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, cette édition se tiendra du 17 au 26 novembre 2017 au parc d'exposition situé sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Bigon dans la commune de Bobo. Comment ne pas s'inquiéter devant le phénomène du changement climatique qui bouleverse toutes nos habitudes culturelles, mettant ainsi en péril l'atteinte de nos objectifs en matière de sécurité alimentaire. Ainsi, le salon offrira-t-il une tribune de choix pour les échanges de haut niveau sur ce sujet qui a mobilisé toutes les sommités du monde à l'occasion de la COP22 à Paris et plus récemment à la COP22 à Marrakech. En seulement 3 éditions, le Sahara s'est positionné comme le salon de référence agricole, animale et forestier de l'Afrique subsaharienne. 16 ans après sa dernière édition, le Sahara a été relancé par le gouvernement ivoirien en 2015 afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole de la Côte d'Ivoire. À cette dernière édition, plus de 20 pays étaient présents à Abidjan. Pour cette édition, c'est l'Afrique du Sud qui sera à l'honneur du Sahara 2017. Durant sa campagne électorale en Virginie occidentale, Donald Trump avait promis de faire revenir l'emploi dans les mines de la région. À l'époque, comme beaucoup de ses amis, Craig était sans travail. Mais récemment, il a retrouvé le chemin de la mine. Jusqu'à présent, Trump tient ses promesses. Beaucoup de choses se passent depuis qu'il est au pouvoir. Nous pensons que nous avons un peu d'espoir, quelqu'un s'occupe de nous. Environ 700 emplois miniers ont été créés dès le dernier trimestre 2016, surfant sur l'espoir suscité par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le nouveau président a supprimé les normes environnementales instaurées par son prédécesseur et la reprise de l'industrie a continué. Mais pour combien de temps? Avec la concurrence du gaz naturel et d'autres sources d'énergie, le marché du charbon se réduit. Il ne représente plus que 30% de la production d'énergie aux États-Unis, 2 fois moins que dans les années 1950. Les chances d'un retour de l'industrie sont minces, voire nulles. Elle pourrait revivre un peu, mais les jours où la Virginie occidentale exploitait plus de 120 millions de tonnes de charbon sont à peu près terminés. Quelques centaines d'emplois créés en 6 mois, mais des dizaines de milliers perdus en un siècle. En 1940, 130 000 personnes travaillaient dans les mines de Virginie occidentale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 12 000, soit 2% de l'ensemble des emplois. En cause, le recours croissant aux machines et à des méthodes d'extraction qui nécessitent moins de main-d'œuvre. Dans les années 1920 et 1930, vous aviez 30 à 35 hommes dans chaque section de travail. Et dans la dernière mine où j'ai travaillé, nous avions à peine 7 ou 8 hommes. Donc ça a vraiment affecté l'emploi. La Virginie occidentale reste le second plus gros producteur de charbon des États-Unis, mais c'est aussi l'un des États les plus pauvres. Pour de nombreux spécialistes, l'avenir est à la diversification de son économie.